À 8h46, l'instant écho, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, pour votre dernière chronique de 2021, déjà, vous nous proposez la dernière actualité de deux grands dossiers finalement que vous avez évoqués tout au long de vos chroniques. Vous allez d'abord nous parler de l'EPI, c'est la future solution européenne pour concurrencer Visa et Mastercard. Voilà, l'European Payment Initiative, donc c'est pour faire un Visa Mastercard européen. Bon, les Russes l'ont fait, les Chinois l'ont fait, alors pourquoi pas les Européens? On en a parlé, on avait déjà parlé des pour et des contre. Alors, les actionnaires européens du projet ont décidé d'installer une société permanente, d'ailleurs à Bruxelles, pour mener ce projet très complexe parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire une carte de crédit, mais aussi de migrer à terme éventuellement la plupart des grandes solutions de paiement mobile européens sur ce schéma. Alors c'est très ambitieux, il y a 31 banques partenaires. Alors il y a quand même un mais, c'est qu'ils sont mis d'accord pour continuer le projet, sauf qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur comment se partager la facture. Alors on parle quand même de plusieurs milliards, voire peut-être plusieurs dizaines de milliards à terme. Là, il faut tout de suite mettre 1,5 milliard sur la table. Et du coup, la patronne du projet a quand même plus ou moins parlé de financement public. Oui, donc c'est des fonds publics. Quand la Chine fait ça, on parle de distorsion de concurrence. Là, j'imagine qu'on s'érige un peu contre ça. Ah oui, parce que évidemment, potentiellement, non seulement les acteurs de la carte de crédit existante, mais aussi éventuellement toutes les banques ou toutes les solutions de paiement mobile qui choisiraient de ne pas faire partie du projet se verraient ainsi voir imposer un nouveau concurrent financé par des fonds publics. Alors, l'autre question, c'est évidemment, puisqu'il y a plusieurs dizaines de milliards à amortir, c'est, comme vous le savez, les systèmes de paiement sont principalement financés par les commerçants, de manière ultime. Et donc, en fait, ici, on parle de dire, tiens, mais cette aide publique serait plutôt pour financer, pas les banques, ça serait pas sympathique, mais les commerçants pour les aider dans la transition vers le système. Vous êtes très chic, Thibaut, aujourd'hui. Merci, Martin. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, le pouvoir politique? Alors, il y a justement une publication de 7 ministres des Finances qui ont fait une déclaration commune, dont le Belge, et qui se sont déclarés à 100% en faveur du projet. Donc, ils encouragent toutes les banques à participer, mais sous pression des Pays-Bas, on ne parle pas du tout de financement public. Bon, donc ça, c'est pour Visa, Mastercard européen, Voilà. le pays. Autre gros dossier que vous aviez évoqué, l'eurodigital, ça en est où? Alors, l'eurodigital, on en sait un petit peu plus depuis cet été. Alors, attention, la décision de lancer un eurodigital n'est pas prise. Donc là aussi, on est en mode projet à la Banque Centrale Européenne, mais on en sait un peu plus sur les modalités. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit, un des grands dangers de l'eurodigital serait de dire qu'un jour, en situation de crise, on pourrait tous être tentés de migrer tout notre argent de notre banque commerciale vers la Banque Centrale Européenne. Et alors, du coup, il n'y a plus de banque commerciale. Alors, du coup, la BCE dit, très bien, on va mettre un plafond. Alors, on parle d'un montant de 3 000 euros. Pourquoi 3 000 euros? Parce que ça serait plus ou moins ce que chaque Européen a en argent physique, billets et pièces de monnaie en poche à travers l'Europe. Et donc, vous voyez très bien poindre l'idée de remplacement un jour de l'argent physique par l'euro digital. Dis donc, ça vient de plus en plus, mais ce qu'il y a, c'est que l'argent physique, ça a quand même cette qualité que c'est anonyme, et là, on recule encore plus dans l'anonymité de la circulation de l'argent. Oui, alors, la Banque Centrale Européenne est un peu gênée aux entournures, parce qu'elle a mené en bon élève une consultation publique, et qu'est-ce qui est arrivé en premier lieu? C'est de dire que les gens veulent garder une certaine anonymité. Or, si l'euro digital est totalement anonyme, ça lui enlève une grande partie de son intérêt pour les pouvoirs publics. Donc, on parle d'une certaine dose de confidentialité. Thibaut, comment on va accéder à ces comptes en euro digital alors? Alors, il y a un peu deux modèles extrêmes. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas tous invités à aller à Francfort ouvrir un compte. C'est assez complexe. On peut distinguer jusqu'à 8 modèles différents de distribution. Donc, ce qui est sûr, c'est que les banques joueront un rôle. Par contre, l'idée, là aussi, la question, c'est de dire, est-ce qu'il n'y aura que les banques qui pourront distribuer l'euro digital ou est-ce que tous les acteurs du paiement pourront y participer? Et donc, pour revenir au premier sujet, c'est-à-dire le pays, beaucoup de gens se posent la question de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin, même si ce n'est pas tout à fait du tout la même chose, on va dire, mais il y a des mêmes objectifs. Est-ce qu'on a besoin de 2 systèmes universels de paiement en Europe à la fois? Donc tout ça va se dénouer en 2022. Ouh, année riche en rebondissements alors 2022. On va définir l'avenir de la monnaie? Et je pense, beaucoup de choses vont se passer l'année prochaine. Il y aura des choses à dire.